Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da série de debates internacionais do COP 2025. Eu sou Rubens Revald, professor, cineasta e curador dessa terceira edição do festival. Agora, seguimos com essa etapa especial de debates internacionais, em formato híbrido, que aprofunda as reflexões sobre o cinema sul-coreano em diálogo com convidados da Coreia do Sul, França e Bélgica. E o debate de hoje tem como tema estudos e pesquisas sobre o cinema sul-coreano na Coreia do Sul e no exterior. Para essa conversa, contamos com um grupo especial de convidados internacionais. Antoine Coppola, professor de cinema na Universidade Sungkyunkwan, em Seul, ex-consultor de cinema asiático nos festivais de Cannes e San Sebastián. Frédéric Monvoisin, pesquisador especializado no cinema do leste asiático. Sora Hong, professora associada e diretora de estudos da seção coreana da Universidade de La Rochelle, e Tselmun Gambatar, mestre em cinema, TV e multimídia, cuja pesquisa conecta as novas gerações acadêmicas aos estudos sobre o cinema e a cultura coreana. Esses convidados irão participar de uma mesa redonda conduzida pelo professor Josmar Reis, co-curador do festival. Então esperamos que esse debate realmente aprofunde o entendimento do cinema coreano. Um ótimo debate. Bom dia, né, para nós aqui do Brasil, boa tarde para quem está na Europa e boa noite para quem está na Coreia do Sul, né? Então, começamos aqui o debate entre amigos, né, em torno do tema dos estudos e da pesquisa sobre o cinema coreano, tanto na Coreia, quanto na Europa e no mundo. Esse evento, esse debate é o terceiro dos debates do COF, né, nas atividades de 2025, COF, que é o Korean Film Festival, no Brasil. O primeiro debate foi em torno da produção e da exibição, produção e realização de filmes. O segundo, em torno da distribuição e exibição de filmes, obviamente todos coreanos, e, portanto, esse terceiro sobre estudos e pesquisa sobre cinema coreano. Então, a primeira pergunta que eu faço diz respeito à trajetória acadêmica, né, de cada um, abordando os estudos de cinema coreano e a pesquisa de cinema coreano. 연구하게 된 이후 한국 영화 그거에 대한 말씀 맞죠? 일단은 제가 지금 성균관대학교 영상학과 석사과정이고요. 그리고 제 논문 주제는 이제 한국 영화에 대한 특별히 한국 영화에 대한 논문 주제는 아니지만은 영화의 사운드 디자인에 대한 연구를 지금 하고 있어요. 그리고 이제 5기 석사 과정 5기 됐고 아직까지 한국 영화를 이제 성균관대에서 제 수업을 통해서만 듣고 있어요. 그리고 이 한국에서 공부하게 된 이도는 이제 학부 때 전공이 한국학과여서 졸업하고 나서 영화 현장에서 일을 해보고 그리고 한국에 대한 이미 한국의 문화나 이런 거를 잘 알고 있었기 때문에 이제 특히 제가 일해본 데는 이제 한국 몽골 처음 합작 드라마였어요. 근데 한국에서 프로덕션 팀이랑 몽골에 하는 거랑 아예 엄청 달라가지고 제가 한국에서 영화를 하는 게 어떤지 너무 궁금해서 제 석사를 한국에서 선택했어요. 아직은 근데 한국 영화 현장에서 일을 해본 경험이 없지만은 그래도 그때 현장에서 일을 했을 때 좀 더 다르게 하고 예를 들면 몽골에서 스크립터라는 전공 자체도 없는데 한국에 그렇게 다 스테이지마다 단계마다 이제 다르고 그래서 또 저는 한류에 대한 영향으로 이제 처음에 한국학과 들어갔으니까 석사는 무조건 한국에서 한다 이런 식으로 선택하고 있어요. Eu vou agora, hein, Serena, porque eu esqueci de apresentar brevemente os nossos convidados. Eu vou fazer aquilo de acordo com o nosso combinado e, em seguida, eu passo a palavra a eles. Tá? Então, vou começar pela Soha. Donc, Soha, tout d'abord. A Soha, brevemente, né, professora e diretora de estudos coreanos da Faculdade de Letras, Língua, Arte, Ciências Sociais e Humanas da Universidade
de La Rochelle, na França, e em seguida ela vai desenvolver um pouco mais o currículo dela. Brevemente, antes de passar a palavra a vocês três, vou apresentar agora o Antônio Coppola. Antônio Coppola é professor de cinema na Universidade, a Serena pode dizer o nome, eu só sei dizer SKKU, e fica em Seul, na Coreia do Sul. Frederico Monvoisin, assistente de pesquisa sênior na Faculdade de Filosofia e Letras, no Departamento de Mídia, Cultura e Comunicação da Universidade de Liège, na Bélgica, e professor no Departamento de Estudos Japoneses do Instituto Nacional de Artes, Línguas e Culturas Orientais em Paris. Bonjour, je suis Sora Hong. En fait, Antoine et Frédéric, je vous connais, que vous me connaissez, hein. Et d'ailleurs, Antoine, je peux tutoyer? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ou pas? Ok. Je te présente mes remerciements à nouveau parce que ta présence était très importante pour ma thèse doctorat. Oui, d'accord. En fait, j'ai fait ma licence de français, donc de linguistique et française. Enfin, je vais dire plutôt études françaises. Et mon master, j'ai fait les études culturelles. Excusez-moi de t'interrompre. Et cette licence, tu l'as faite où? Je l'ai fait en Corée du Sud. En Corée du Sud, d'accord, merci. Et j'ai fait également le master des études culturelles, notamment sur la vague coréenne, en Corée du Sud. Et j'ai commencé à faire mes études sur l'histoire de la Corée contemporaine quand j'ai commencé mon premier doctorat, que j'ai jamais achevé, en Corée encore. Donc, ma deuxième tentative de faire le doctorat, ça c'était en France, à l'EHSS, donc École des hautes études en sciences sociales. C'est-à-dire que j'ai jamais été inscrite dans un département d'études cinématographiques à proprement parler. Tu peux continuer, Sora. Oui. Mais c'est au cours de mon master, donc en études culturelles, que j'ai commencé à m'intéresser aux implications sociales du cinéma, en particulier dans le contexte sud-coréen. Et quand j'étais à l'université Yonsei pour mon premier doctorat que j'ai jamais achevé, c'est là où j'ai pu avoir des séminaires, des enseignants-chercheurs, des professeurs extraordinaires, notamment professeur Peng Monim, qui a fait les études sur les monstres féminins dans les cinémas sud-coréens, et aussi le séminaire de professeur Lee Ho-gol, qui a pas mal travaillé sur le film Shinpa. Shinpa, si vous voulez, ça veut dire en style mélodramatique d'origine japonaise, adapté en Corée dès les années 1910 et 1920, d'abord dans le théâtre, et ce qui a été adapté dans le cinéma. Donc, grâce à ces séminaires-là, mon intérêt pour le cinéma et aussi ses implications sociales s'est agrandi. C'est ainsi que j'ai fait ma thèse de doctorat sur la cinéphilie et la légitimation culturelle du cinéma sud-coréen des années 80 et 90. Voilà. Ah, d'accord. Donc, après, depuis, je m'intéresse en effet aux femmes dans le cinéma sud-coréen, c'est-à-dire que le réseau des cinéphiles qui ont contribué à la légitimation culturelle du cinéma sud-coréen, c'est très centré sur les hommes, alors que lorsque ce réseau a été formé, la plupart, c'était les femmes. Donc, je me suis dit, bon, où sont passées toutes ces femmes-là? Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser aux femmes dans le monde cinématographique sud-coréen. Et là, aujourd'hui, mon département auquel je suis attachée n'a rien à voir avec les cinémas. C'est plutôt c'est le département de LOA, donc langue étrangère appliquée. Pour les étudiants en master, je donne des cours tout en utilisant le cinéma, c'est-à-dire pour parler de la société sud-coréenne. J'aborde beaucoup le cinéma. Par exemple, pour parler de Plafond de verre, je peux parler l'émergence des femmes réalisatrices émergées dans les années 90,
ou encore pour parler de la xénophobie, notamment la sinophobie de la Corée du Sud, je peux parler également des films, notamment les films de Ma Dong-seok, l'acteur Ma Dong-seok. Voilà, parce que le cinéma reflète parfaitement, bon, c'est un grand mot, le cinéma reflète plutôt bien, allez, la société et surtout le regard. Ok, Sora, merci beaucoup. Muito obrigado. Donc, je passe la parole aux garçons, aux chers collègues masculins. Je ne sais pas lequel qui voudrait commencer à se présenter. Donc, c'est à vous de décider. Antoine étant notre senpai, notre aîné à tous, c'est lui qui décide s'il parle d'abord ou s'il veut clore le circuit. Je peux commencer, hein. Je m'ennuie un peu là. Très bien, Antoine. Donc, je t'écoute. Hein. Donc, aussi, doucement, pour que je puisse bien te traduire là. C'est une longue histoire. Hein. Prends des notes. Oui, c'est une longue histoire. Non, aucun problème. Ton histoire est fantastique. Hein. On s'intéresse beaucoup à ton histoire. Bon, je vais faire simple. En fait, ça a commencé au moment du service militaire. Donc j'avais une maîtrise d'histoire, je suis historien au départ. Donc une maîtrise d'histoire sur la Renaissance italienne. Rien à voir avec le cinéma coréen. Et à l'armée, donc j'ai eu un ami coréen. Il était légionnaire de l'armée française. Moi, j'étais lieutenant. Et on s'est rencontrés dans un bar. On a beaucoup bu ce soir-là. Et il m'a parlé du cinéma coréen, mais pas seulement du cinéma, en fait, de ce qui se passait en Corée. Et moi, mon intérêt, c'était très politique, en fait. C'était le mouvement démocratique en Corée. Et bon, après, j'ai fini mon armée, je suis rentré, je suis monté à Paris. Et à Paris, j'ai travaillé dans le cinéma. J'ai travaillé j'étais assistant de Yves Boisset, par exemple. J'étais deuxième assistant de Yves Boisset sur Le Suspect, le film Le Suspect, un téléfilm. Et après, j'ai travaillé dans le cinéma, donc comme caméraman, monteur, un peu tout. Et je suis revenu à l'université, c'était Paris 8, et à l'ESSEC. Et là, j'ai rencontré encore à nouveau des Coréens qui m'ont parlé du mouvement qui se passait à l'époque. C'était le mouvement le changement de la dictature à la démocratie avec le président de transition, Noh Tae-woo. Et ils travaillaient tous dans le cinéma. Il y avait des gens assez importants, comme Park Kwon-soo, qui sont devenus ensuite très importants. Im Soo-nae. C'était la communauté des cinéastes coréens à Paris. Donc je me suis mêlé à eux et j'ai trouvé que c'était intéressant de faire une deuxième maîtrise, une maîtrise sur le cinéma coréen. Et c'est comme ça que ça a commencé. Très bien, Antoine. Donc, j'en étais deuxième maîtrise. Après la maîtrise, donc j'ai continué en études cinématographiques. Je suis devenu étudiant de cinéma, en histoire du cinéma. Je suis quand même historien. Et c'était pas facile à l'époque parce que les études cinématographiques en France étaient dominées par les esthètes et les linguistes. Et ils n'aimaient pas les historiens. Ça a été dur. Et donc j'ai continué sur l'histoire du cinéma coréen. Ça s'est passé assez facilement, beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, je pense, parce que j'ai pu rencontrer des réalisateurs, Shin Sang-ok, Yoo Yeon-mook, des gens qui sont devenus mes amis, Lee Chan-dong, et donc j'avais un contact direct avec eux, et ils me racontaient leur expérience du cinéma, et c'était assez amusant en fait, hein, c'était assez amusant, et tragique aussi. Il y avait les problèmes de censure, les problèmes des militaires, les problèmes le gangstérisme, la mafia à l'époque. C'était des gangsters qui géraient le cinéma coréen. Et j'étais, comme j'étais étranger, je pense que c'était facile de me parler, parce que ça n'avait pas d'impact. À la limite, j'avais plus d'informations parce que j'étais étranger. Et donc, j'ai continué ces études-là c'est pas seulement sur la Corée.
Donc moi, je ne suis pas coréaniste. Ce qui m'intéresse, c'est le cinéma et son lien à la politique spécialement. Et donc, je suis allé au Japon, je suis allé en Chine, je suis allé à Taïwan. Et j'ai plutôt l'Asie de l'Est qui me semblait bouger un peu plus à l'époque. Donc là, on est au milieu des années 90. Et donc, j'ai continué à écrire ma thèse, que j'ai terminée en 99 à peu près, 1999. Et j'ai été invité comme Shopping Kyosu, c'est-à-dire professeur invité à l'Université nationale des arts. Et donc là j'ai côtoyé avec Aung San Suu, il y avait Park Hong-soo, il y avait aussi Lee Chang-dong. Donc aussi encore des gens assez importants du cinéma. Et donc j'étais à la fois, à l'époque, j'étais à terre à l'université d'Aix-Marseille. Donc j'avais une sorte de double vie. Professeur invité à Séoul et en même temps j'étais à terre et après j'ai été des différents statuts à l'université d'Aix-Marseille. Et j'ai commencé à enseigner le cinéma asiatique, le cinéma d'Asie. C'était mon premier cours en 1997, mon premier cours sur le cinéma d'Asie. C'était assez important parce qu'il y avait très peu de cours sur le cinéma en Asie à cette époque. À l'université, j'étais chargé de cours à l'époque. Donc, petit à Très petit. bien. Très bien, Antoine. J'ai juste quelques précisions. Ta thèse, tu l'as soutenue en 99. Où exactement? C'est Aix-Marseille, l'université d'Aix-Marseille. À l'université Marseille. Aix-Marseille. OK. Et puis, parce que là, tu parles de l'université des arts, ça déjà à Séoul, non? C'est à Séoul. Et c'est à quelle année? Quelle année? C'était 2001 et 2002. 2001, 2002, d'accord. Donc, je vais te traduire. O interesse, no momento em que ele começa a estudar, Antoine, o cinema, o que ele se interessa sobretudo pela história do cinema, né? E particularmente do cinema coreano, e justamente num período em que se dava muito mais importante a estética do cinema. Então, ao contracorrente, ele se dedica aos estudos da história do cinema, se interessando sobretudo pelas questões políticas no cinema. Nesse momento, ele teve a oportunidade de conhecer alguns, ter contato com cineastas coreanos, o que aumentou esse interesse dele pelos estudos do cinema coreano. Mas ele faz questão de dizer que o interesse dele não é unicamente pelo cinema coreano. No início, ele se interessava, como estrangeiro, por uma filmografia oriental muito mais ampla, né? Então, ele se interessava pelo cinema japonês, pelo cinema chinês, pelo cinema de Taiwan, né? Inclusive indo a esses países. E, em 1999, ele defende a tese dele sobre a história do cinema na Universidade de Aix-Marseille, né? Onde, inclusive, ele começa a ensinar em 1997, né, e começa a estudar, c'est-à-dire tu abordes dans tes cours déjà le cinéma coréen, c'est ça, non? Quand tu entres à Aix-Marseille en 97, tu abordes le cinéma coréen, c'est ça, non? Mon premier livre, j'ai oublié de dire, mais mon premier livre est publié en 96 sur l'histoire du cinéma coréen, et donc à partir de ce moment-là, j'ai donné des cours. Et aussi, si je ne me trompe pas, tu as aussi organisé une rétrospective à Beaubourg, non? À ce moment-là, non? C'était plus tard. Adriano, il est mort, Adriano. Non, c'était Adriano Apra et Tony Rain. Tony Rainsen et Apra. Donc, j'ai travaillé un peu avec eux, mais c'est pas moi, je ne suis pas du tout organisateur de ça. Oui, parce qu'en fait, le grand catalogue, et je crois que je ne sais pas si tu l'as écrit, une partie du grand catalogue de la rétrospective, non? Non.
Non, mais ça a joué un rôle parce que Adriano Rapla, qui était italien, mais de Suisse-italien, qui était directeur de la Cinémathèque de Suisse, on était ressorti dégoûté de cette histoire du cinéma coréen. Il ne voulait plus entendre parler de films coréens, alors que moi, je commençais à travailler dessus. Et donc, c'était amusant, c'était bizarre comme situation. Je voulais parler avec lui pour lui demander comment ça s'était passé. Il me dit, ça s'est très très mal passé, je ne veux plus entendre parler de coréen et de cinéma coréen. Et, et donc, j'ai pris sa relève dans une séance d'aller voir la KMPPC à l'époque. Il n'y avait pas de COFI, il n'y avait pas ce genre de truc. Il y avait un organisme bureaucratique et militaire, en fait, paramilitaire, qui me laissait attendre des journées entières pour voir un film, pour demander un document. Et j'étais déjà fiché par les services secrets coréens à cette époque-là, parce que c'était carrément de l'espionnage pour eux. Hein. Donc, Apra, oui, 93, Apra. En fait, je l'ai rencontré en 91, je crois. 91, 92, à l'époque-là. Mais très importante. Mais c'est pas moi, ça a joué énormément. Então, nos anos 90, né, a tese foi defendida em 99, desde 1997 ele começou a dar aula na Universidade Aix-Marseille sobre cinema coreano, mas antes disso, já em 1996, ele escreveu um livro sobre o cinema da Ásia. Em 1996, fez sua primeira grande obra, uma obra volumosa, sobre o cinema asiático na França. Mas antes disso, teve uma grande retrospectiva de cinema coreano no Centro Georges Pompidou, em Paris, e ele esteve envolvido na organização, enfim, na seleção, na curadoria e na escrita do catálogo, do grande catálogo sobre o cinema coreano em 93. Em função desses envolvimentos dele na década de 90, no início dos anos 2000, ele recebeu um convite para dar aula na Universidade das Artes, em Seul, né, da qual também faziam parte cineastas como Lee Shandong, né, e na qual, nesse momento em que ele vai conhecer grandes cineastas coreanos, como Hong Sang-soo e Park Chan-wook. Tu peux continuer. On est au début des années au début de ce siècle, Antoine. Je suis vieux, qu'est-ce que tu veux dire? C'est ça que tu veux dire? Ouais. Tu as une longue histoire. Une longue histoire. Hein. Donc, j'ai pas dit que j'étais quand même professeur de lycée au départ, en histoire. Hein. D'accord. Je ne pouvais pas financer mes études de doctorat sans travailler. Et en histoire, c'est ça, non? Professeur de lycée en histoire. Donc, après, j'ai travaillé avec... j'ai toujours un côté pratique, en fait. Ce n'était pas théorique, parce que j'ai travaillé avec les réalisateurs coréens. Une expérience importante, c'était avec Kim Ki-dok. Kim Ki-dok, avec qui j'ai sympathisé très rapidement, parce qu'il avait vécu en France, et il avait un producteur qui parlait italien, c'était sympathique. Et donc, j'ai fait un documentaire avec lui. C'était une entrée très importante, Kim Ki-dok, qui est devenue une très grande amie avec moi. Et donc, bon, ça a continué. J'ai eu ma thèse et j'ai commencé à enseigner le cinéma, pas spécialement coréen, en fait. Ma spécialité, ça a toujours été l'analyse de films. L'analyse de films, donc j'étais spécialisé dans toutes les analyses possibles et imaginables. En travaillant parallèlement, souvent l'été, ça c'est important pour les études coréennes, parce que à l'université Uede, donc tous les étés, j'allais à Uede pour donner les cours sur le cinéma coréen. Et c'était en anglais, et c'était donc c'est vraiment des Korean Studies, comme on dit, donc c'était le truc de Uede, qui était très à l'avant-garde à l'époque, cette université de langues étrangères, donc quand même. Et ça a dû commencer en 2004, je crois, 2004. Et donc, je passais tous mes étés en Corée pour enseigner le cinéma coréen à des étrangers. C'est-à-dire, ce n'étaient pas des Coréens, c'était des étudiants qui venaient en Corée à l'époque où la Corée n'est pas encore à la mode. Tu peux continuer. Bon, pour tout ce qui concerne la Corée, j'ai travaillé pour l'ambassade de France à Séoul, comme conseiller pour le cinéma. C'était intéressant parce que normalement c'était pour promouvoir le cinéma français en Corée, mais pour promouvoir le cinéma français en Corée,
il fallait connaître le terrain coréen, donc le cinéma coréen, comment ça fonctionnait. Donc, je les ai conseillés pendant quelques années. Ensuite, je suis devenu aussi journaliste critique à KBS pendant 15 ans. Donc, j'avais ma chronique sur le cinéma coréen. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? En France, à Paris, avec le HESS, donc le Centre d'études coréennes. J'ai travaillé pour 2 centres d'études coréennes à Paris, un qui a disparu, un des premiers, qui était lié à Paris 8, à Sciences Po Paris 8, avec un grand professeur qui est mort maintenant. Mais après, je me suis rattaché un peu à l'autre, qui existe toujours actuellement, donc pour les études coréennes. Donc j'ai commencé à enseigner en France, à l'université à Aix-Marseille, et ensuite, je suis devenu professeur ici à Songyungwan, à l'université Songyungwan, où j'ai un cours sur le cinéma coréen. Je n'enseigne pas que le cinéma coréen, il y a l'histoire du cinéma en général, la pratique, la réalisation, l'analyse de films, la critique, les théories du cinéma, mais aussi un cours spécial qui est ouvert à tout le monde, qui est très intéressant, je pense, parce qu'il est ouvert à tout le monde, mais c'est un cours de licence. C'est pas un niveau très très élevé. Et il y a des étudiants coréens, c'est pas seulement pour les étrangers. C'est un de mes cours favoris. C'est assez dynamique comme cours. Super, Antoine. Publier des livres, sinon j'écris. Oh, oui. Alors, tu peux parler un peu, parler un peu de tes livres, quoi. Les citer. Il y a un dictionnaire du cinéma coréen, une grosse affaire. Et récemment, les séries coréennes, une étude sur les séries coréennes, parce que finalement, actuellement, c'est plutôt les séries qui ont marqué. Donc, j'ai écrit là-dessus. Et quelque chose sur ce qui s'appelle l'art du cinéma coréen, qui s'intéresse au cinéma de Corée du Nord. Peut-être ça, c'est un peu spécifique. Ça va toujours, comme le lien entre politique et cinéma m'a intéressé, donc effectivement, c'est facile de faire le lien avec la Corée du Nord, qui est un pays très, très politique, on va dire, où le cinéma est forcément politique. Donc, je suis allé en Corée du Nord, c'était en 2001. Et donc, j'ai publié la première étude en français, en tout cas en français, puis une grande étude sur le cinéma coréen, nord-coréen. Et j'ai continué à travailler sur le cinéma nord-coréen, toujours en publiant des articles sur ça et en faisant des recherches, même en collaborant, dans le bon sens du terme, avec les Nord-Coréens pour des projets de films qui n'ont pas abouti. Pour moi, c'est intéressant, c'était de pouvoir voir comment ça fonctionnait de leur côté. Donc, j'ai toujours un intérêt pour la Corée du Nord. Très bien. Et tu as écrit aussi sur un bouquin sur Kinky Duck, un autre sur Lee Chandong, non? Sur Lee Chandong, oui. Lee Chandong. En fait, tu as fait la direction d'un livre dont tu as écrit une partie du livre, non? Oui, c'est ça. C'est une sorte de... C'est avec lui, avec Lee Chandong qui a participé aussi. Donc, on était 3 à faire ce livre-là sur Lee Chandong. C'était il y a quelques années déjà, 3-4 ans. D'accord. Très bien, Antoine. Donc, je passe la parole tout de suite à Frédéric pour parler de son histoire, sa trajectoire dans le domaine du cinéma. Merci. Bonjour à tous, officiellement. Alors moi, ça fait il y a un côté un peu différent, parce que finalement, si je commence par ce point-là, qui est ce qui nous réunit, la question du cinéma sud-coréen, sud-coréen, est une étape et juste un élément de mon travail. C'est pas du tout quelque chose de central. Je suis venu au cinéma à cause d'un film hongkongais qui m'avait fasciné quand je l'ai découvert. Ça devait être en 97, Les Anges déchus de Wong Kar-wai. Fasciné parce que j'y avais absolument rien compris. Et je suis rentré en études cinématographiques avec une culture inexistante, parce que je voulais comprendre ce film. Et j'ai passé 4 ans de ma vie à travailler sur ce film spécifiquement pour réussir à y comprendre quelque chose. Alors là, moi, par contre, effectivement, je devais être dans la grande tendance de l'époque, c'est-à-dire dans les études d'analyse et d'esthétique, et pas du tout d'histoire.
Mais je suis allé jusqu'à ma maîtrise avec ça. Et ensuite, il fallait trouver un sujet pour ce qu'on appelait à l'époque le DEA. Pendant mes études, on a eu dans mon université, en tout cas, qui était la Sorbonne Nouvelle, on a commencé 2-3 ans avant que j'arrive en maîtrise à avoir des étudiants sud-coréens qui venaient étudier. Et avec une amie qui est maintenant sur le cinéma taïwanais, Wafa Germany, on avait monté une espèce d'association pour accompagner les étudiants étrangers qui arrivaient en France, parce que c'était assez difficile, l'administration française, quand on était étranger. Et on a fait la connaissance d'un groupe de Coréens assez conséquent qu'on a accompagné et qui sont devenus nos amis et à travers qui j'ai découvert la Corée. Ce qui fait il a fallu que je trouve un sujet de DEA. J'avais travaillé sur Hong Kong à travers Wong Kar-wai. Moi, ce n'est pas la question politique qui m'intéresse, la déplace un peu, c'est géopolitique, mais c'est assez proche d'Antoine. D'ailleurs, on a déjà eu des échanges parce qu'on a des approches un peu différentes, mais qui s'entrecroisent quand même assez régulièrement. Et avec la question de la rétrocession, de la façon dont elle habitait le cinéma de Hong Kong. Et donc, j'ai décidé de m'engager sur la question du cinéma sud-coréen, d'autant que à ce moment-là, mon université venait de nouer un partenariat avec l'université de Yonsei pour inviter un enseignant-chercheur. Alors, DEA, ça voulait dire première année de 3e cycle en France, comme presque une première année de doctorat. Et donc, j'ai candidaté et j'ai été retenu. Donc, j'ai été chercheur invité en Corée en 2003, où j'ai passé une année à Yonsei. Et pour préparer ça, l'année d'avant, j'avais été étudiant en études coréennes à l'INALCO, et puis l'année d'après, j'ai refait un peu. Et puis, voilà. L'année que j'ai passée à Yonsei, j'y suis allé avec un sujet et qui a fait un lien avec Sora, où d'ailleurs on a travaillé plus tard sur un sujet qui flirte sur ça. Mon sujet, c'était la femme dans le cinéma coréen. C'était pas les femmes en tant qu'actrices et en tant que cet aspect-là, mais vraiment la femme en tant qu'à la fois personnage, mais aussi corps plastique dans l'image, puisqu'il y avait une érotisation, une exotisation du corps que je trouvais intéressant à étudier. Sauf que, autant te dire que un petit blanc qui arrive en Corée et qui veut travailler sur le sujet, je devais faire un séminaire à Yonsei par rapport à mon sujet de recherche. Les 2 premières séances ont été catastrophiques parce que dès que je parlais de la femme dans le cinéma sud-coréen, j'avais une levée de bouclier de toutes les féministes qui étaient dans la salle et qui étaient les seules que le sujet intéressait. Mais voir un homme blanc parler de ce sujet-là et en parler assez crûment, ça passait très très mal. Donc j'ai vite abandonné mon sujet pour pouvoir rester en vie. Et j'ai déplacé un peu sur d'autres choses sans que ça disparaisse complètement. Et j'ai décidé de prendre 2 cinéastes qui me paraissaient à la fois très opposés et très très proches, qui étaient Hong Sang-soo et Kim Ki-de, et de les étudier, non pas dans ce qui les différenciait, qui paraît assez évident en termes de travail de mise en scène ou de rapport aux acteurs, à la narration et ces choses-là, mais plutôt dans ce qui les rapprochait. Et j'ai profité d'être sur place pour, là, en fait, comme Antoine, rencontrer des producteurs, essayer de discuter avec les gens qui faisaient le cinéma pour voir un peu ce que je pouvais en tirer. J'ai jamais réussi à rencontrer Hong Sang-soo, mais j'ai rencontré Kim Ki-de, avec qui je suis aussi devenu ami sur cette période-là, avec des échanges qui étaient assez curieux, mais très intéressants. Il m'a expliqué des choses sur sa conception du cinéma, dont je parle encore en cours d'ailleurs. C'est des choses que j'évoque toujours, la manière dont il s'intéressait à essayer de bouleverser le spectateur pour l'inciter à quitter la salle. Il m'avait expliqué au sujet de son film Bad Guy, Nappon Namja, par exemple, que son dispositif de violence était un dispositif adressé notamment aux spectateurs et que son idée théorique, c'était que si le spectateur quittait la salle, le personnage féminin arrêtait de subir ces violences-là. Et donc, il y avait une espèce de prise de responsabilité. C'était comme ça qu'il m'en parlait qu'il m'en avait parlé quand j'avais fait des entretiens avec lui. Enfin bref, je suis rentré avec ce sujet-là et après il fallait continuer en doctorat du coup. Et en fait, je savais pas très bien comment m'y prendre et j'ai basculé sur une idée qui était vraiment la question géopolitique, qui était d'essayer de comprendre comment le cinéma pouvait être un objet témoin historique. Et là, je suis allé du côté des travaux d'historiens. Donc moi, j'ai fait le chemin un peu inverse, de l'analyse vers l'histoire, et savoir comment le cinéma pouvait être pensé comme un document historique, mais non pas dans un pays donné, mais dans l'Asie orientale. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à tâtonner, et ce qui a fini par me donner mon écrou central de recherche, ça a été le Japon. Sur l'idée que quand moi j'étais étudiant, en fait, on nous vendait beaucoup les cinémas d'Asie comme le cinéma asiatique, un cinéma qui était toujours présenté dans ses dimensions esthétiques
comme dominé par la culture chinoise. On nous parlait toujours des estampes, du souffle, des énergies, de tout un vocabulaire qui venait de cette conception de la peinture chinoise. Et je voulais essayer de prendre des distances avec ça en essayant de retrouver quelque chose qui pourrait être spécifique à chaque cinématographie. Je voulais casser cette idée de cinéma asiatique, ce qui fait que j'ai fait une thèse qui était qui a eu un côté polémique parce que j'étais encore jeune et farouche et j'avais besoin de m'en prendre à cette idée-là. Donc, ma thèse était elle a un côté un peu agressif que je regrette un peu maintenant, mais c'était ça la trajectoire, peu importe. Et en fait, là où le Japon a fini par jouer un rôle central a été que, alors j'ai découvert le Japon par accident et j'ai été formé en accéléré puisque j'avais quelqu'un à côté de moi qui s'est retrouvé en charge d'organiser 900 événements culturels japonais dans le cadre de l'anniversaire des relations diplomatiques franco-japonaises. Et donc, j'ai vraiment eu une formation accélérée avec des grands spécialistes japonais qui sont venus donner des leçons. Et effectivement, il m'est apparu que le cinéma s'était développé en Asie orientale dans la même temporalité et le même mouvement que l'empire colonial japonais. Et ça me permettait de voir dans l'Asie orientale une histoire géopolitique qui allait être commune, de domination par la Chine d'abord, puis de domination politique par le Japon, qui faisait un terreau commun à une histoire qui traversait plusieurs siècles, et sur cette base-là, d'étudier 4 cinématographies nationales, qui étaient la Corée du Sud, le Japon, Hong Kong et Taïwan, mais pour en montrer la diversité et essayer de montrer que malgré cette histoire commune, il n'était absolument pas commun. Et donc moi, ça a été là où c'est dans ce chemin-là que la Corée a joué un rôle. Après, c'est pareil, j'ai donné mon premier cours à Yonsei, qui n'a pas été une grande réussite, mais quand je suis revenu en France, du coup en 2004, j'ai continué de donner des cours et assez rapidement, comme j'avais travaillé sur le cinéma sud-coréen, que pas grand monde connaissait en France, et par contre ça commençait à devenir un sujet qui intéressait. J'ai été invité dans plusieurs endroits, soit pour faire des interventions, soit pour donner des cours. Mes premières interventions, j'en garderai un souvenir mémorable, la plus grande catastrophe de ma vie, je pense, mon plus gros échec, la chose la plus terrible, ma plus grande humiliation, complètement ratée. Mais ça fait partie de l'éducation. Et j'ai donné donc un cours sur plusieurs années sur le cinéma sud-coréen, plutôt contemporain que historique, parce que je ne connaissais pas encore très bien la période avant, finalement. Enfin voilà, il y a eu tout un travail de construction. Et puis, une fois que j'ai eu fini ma thèse avec ça, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin où la Corée reste un élément, mais n'est qu'un élément. C'est-à-dire que c'est vraiment la question géopolitique. Et j'ai passé, par exemple, un long moment à m'intéresser à la question du soft power. Et j'ai essayé de l'étudier, pareil, au Japon, en Corée du Sud, à Hong Kong, à Taïwan, en Chine continentale, pour voir finalement qu'à chaque fois, c'était des périodes différentes, que ça correspond. Enfin, il y a des apparitions et des poussées de représentation internationale de ces cinématographies qui apparaissent dans des temporalités différentes et qui sont toujours des moments où, en fait, le politique a une nécessité de développement. Donc, la Corée a été dans cette dynamique-là chez moi et elle est un élément parmi d'autres. Donc, pas du tout coréanologue et sur les études de coréen, mais ça m'a toujours intéressé et j'ai toujours essayé de collaborer. Depuis que je suis en Belgique, je fais moins parce que j'ai un statut qui n'existe pas dans beaucoup de pays. En fait, je suis chercheur, mais engagé à l'université. Par exemple, en France, les chercheurs sont plutôt au CNRS et les enseignants-chercheurs, c'est-à-dire maîtres de conférences, professeurs, ont des grosses charges d'enseignement et du coup, ont de la recherche à côté. Moi, je suis bien en université, mais avec une charge d'enseignement modérée et un temps de recherche privilégié, et ce qui fait que j'ai peu de cours. Et dans les sélections que j'ai dû faire, j'ai sacrifié le cinéma coréen pour privilégier le cinéma japonais, et puis des cours plus généraux, puisque je suis dans un département de cinéma, donc où j'enseigne la théorie du cinéma, où j'enseigne l'analyse de films, des choses de cette nature-là. Mais j'ai découvert assez récemment que la Belgique était un pays où finalement il y avait encore assez peu de relations culturelles avec la Corée. Il y a un centre culturel à Bruxelles, mais qui est très très centré sur Bruxelles à cause de la complexité du pays. Et là, on vient de commencer à collaborer ensemble assez récemment pour essayer de faire projeter des films sud-coréens, faire connaître la culture coréenne du côté de là où je suis, c'est-à-dire plutôt la partie wallonne que la partie flamande. Et ça va commencer la semaine prochaine ou jeudi prochain. On organise un premier événement pour les étudiants et pour la population de la ville de Liège. Et on va voir si ça marche. On a des projets de festival derrière. Mais donc voilà, moi, c'est un peu là que ça se joue.
Par contre, du coup, c'est vrai que je me retrouve à Liège. Donc, j'ai un statut qui fait que je peux accompagner les doctorants. J'ai des doctorants avec moi et participer à un certain nombre de choses que je pourrais pas faire si j'étais en France. Statutairement, on n'est pas, ça fonctionne pas pareil. Et j'accompagne beaucoup de travaux d'étudiants qui sont pas en études coréennes, mais qui s'intéressent à la Corée. J'en ai accompagné 2 en sciences politiques qui étaient du coup un peu de soft power ou de politique culturelle internationale en faisant la différence entre les deux. Là, j'en accompagne une qui en plus travaille au Centre culturel coréen qui s'intéresse justement à la façon dont tous les éléments de culture coréenne arrivent sur la scène internationale et dont elle voudrait essayer de dresser un portrait. Enfin voilà. Donc, ça reste présent dans mes activités, mes trajectoires, mais ça n'est absolument pas central chez moi. Pour essayer d'être rapide et bref. D'accord, Frédéric, merci beaucoup. Je trouve que vous avez donné déjà un bon panorama des études par le biais de vos expériences professionnelles, de l'état, de lieu des études coréennes. Mais là, j'ai une question plus précise sur les études cinématographiques sud-coréennes. Donc, je voudrais savoir de votre part quelle est la demande pour des études cinématographiques sud-coréennes dans les universités où vous enseignez, où vous travaillez, et d'une manière générale, c'est-à-dire comment vous percevez les études coréennes, que ce soit en France, que ce soit en Europe ou en général. 네. 시작해도 될까요? 네. 일단은 우리 학과에서는, 학부 과정에서는 학생들이 이제 주로 논문보다 작업을 만들어요. 그러면 1년에 한 100편 정도 한국 숏 영화를 만들고 있는데, 석사, 박사 과정은 그래도 이제 논문적으로, 이론적으로 좀 더 많이 관심을 둬요. 전 정확히 약간 그 수가 얼마나 많은 사람들이 이제 한국 영화를 중심으로 하고 논문을 쓰고 있는지에 대한 정확한 이제 수나 이런 정도는 모르겠지만은, 이제 주제를 우리가 관심 분야를 잡다 보니까 학생들이 한국 영화에 대한 그 선행 연구, 논문, 그리고 자료나 이런 것들을 쉽게 한국에서 찾을 수 있으니까, 웬만하면은 다른 이제 서양적인 이론을 선택해도 그거에 대한 대상을 한국 영화로 삼는 케이스가 되게 많아요. 그래서 만약에 본인이 관심 있는 이론을 선택했으면은 그거에 대한 좀 관련이 있는 한국 감독 아니면 한국 영화를 찾고 있고, 그 자료 자체가 한국에서 찾는 거 훨씬 이제 빠르고, 또 이제 그 해외로 번역되지 않는 논문들도 되게 많잖아요. 그러면 그거를 있는 그대로 한국어로 읽고 하는 게 훨씬 편한 쪽에서 그렇게 하는 것 같아요. 몽골 같은 경우는 이제 2000년대부터 이제 한류가 되게 많이 들어와가지고, 저도 이제 어렸을 때부터 그 한국 드라마나 영화를 많이 봤고, 그래서 이제 문화적으로 좀 더 알고 있으면은 한국 영화를 볼 때도 되게 낯설지는 않고, 우리가 이미 아는 내용이고, 그래서 한국 사회나 한국 사람의 전체적인 마인드셋이나 이런 거를 좀 더 이해하는 데 도움이 되는 것 같아서, 그래서 이제 10년 전보다 지금은 몽골 사람들이 한국 영화에 대한 관심도 되게 많아지는 것 같아요. 요즘 유명한 한국 영화들을 웬만하면 다 찾아보고, 그 몽골 감독들이 만든 작품들보다 극장에서 찾아보고 자기가 직접 돈을 내고 보는 영화들은 한국 유명한 영화들을 되게 많이 보고 있는 것 같은 느낌도 들어요. 감사합니다. Ok, muito obrigado. Qui voudrait prendre la parole? Je pense que ça serait pas mal qu'on commence par Antoine, comme ils sont à la même université. D'accord. Donc, Antoine, tu veux prendre la parole? Pourquoi moi? Les femmes d'abord. Les femmes d'abord, non? Vas-y. Si tu veux, parce que moi je me suis dit, comme Selmoun, comme elle est à l'université Songkang et que toi tu y es aussi, donc ça aurait été bien. C'est ce que je me dis. Bon, si tu veux que je commence, je peux.
Oui, vas-y. Parce qu'avec moi, elle n'a pas suivi des cours de cinéma coréen. Elle a suivi des cours sur les théories du cinéma et sur la réalisation. D'accord. Donc, elle te connaît, mais pas toi. Si, mais il commence. Ok, pas de souci. Alors, là, comme j'ai déjà dit, je suis à La Rochelle Université, il n'y a pas de département de cinéma. Donc, tout court. Il n'y a Ah pas oui. d'étudiants qui font les études cinématographiques à mon université. Et à l'EHSS non plus, c'est encore une fois, c'est l'école des hautes études en sciences sociales, il n'y a pas de département de cinéma. Donc, ce que je voudrais bien plutôt dire, c'est que je vais plutôt blâmer un petit peu les études cinématographiques en France, où il n'y a pas vraiment. Je veux dire, c'est très bien, nos collègues, les enseignants-chercheurs ou chercheurs de cinéma s'intéressent beaucoup au cinéma sud-coréen. Il y a de plus en plus de sujets, c'est super, mais il n'y en a pas beaucoup qui comprennent déjà le coréen. Et que, contrairement aux autres spécialistes de ce cinéma, par exemple, j'ai remarqué que parmi les spécialistes de cinéma chinois en France, il y en a, la plupart ont fait en fait les études chinoises quand même. Ils ont une base d'études chinoises, ce que j'ai remarqué. Déjà, donc, je trouve que il y a pas mal de chercheurs français qui s'intéressent au cinéma sud-coréen, ont appris le cinéma coréen grâce aux recherches qui ont été faites en anglais. Et du coup, et je remarque également que les études sur le cinéma sud-coréen, c'est pas toujours, mais il y en a pas mal de fois où en sujet novateur est commencé d'abord en Corée. Ensuite, ça a été repris par les chercheurs anglophones ou sinon, un sujet novateur a été abordé en Corée en coréen. Ensuite, ça a été présenté en anglais. Et du coup, ça arrive assez souvent, parce que moi, je suis coréenne, que j'ai appris en sujet assez novateur grâce à un ouvrage qui a été fait en coréen. Ensuite, je le prends comme source et après, je fais mes études, je fais mes recherches et je veux bien faire le publier. Et des évaluateurs disent que, eh bien, tiens, vous abordez ce sujet-là, mais pourquoi vous n'avez pas mis telle source comme votre référence? Parce que j'ai ma référence, mais qui était fait en coréen, mais qui est sortie plus tôt. Voilà. Donc, des fois, mais bon, je suis obligée, hein, comme je suis, quand c'est moi candidate qui demande la publication, je peux pas dire jusqu'au bout comme quoi, ah, mais non, vous connaissez pas, donc je n'accepte pas votre commentaire. C'est pas possible quoi, que je fasse ça jusqu'au bout. Du coup, je trouve ça un peu dommage quand même. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire hein, par rapport aux recherches de cinéma sud-coréen en France. Enfin, c'est ce que je témoigne. Et d'autres choses, peut-être Frédéric aurait plus de choses à dire, je pourrais y ajouter. Justement, comme je suis sur le même continent, je pense que c'est bien que je prenne après toi. Oui, je pense que justement, il y a ce pont entre Sora et Frédéric. Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. J'ai un tout petit point de nuance, pas de désaccord, mais de nuance. Effectivement, il y a un sujet, justement, moi je suis en train d'essayer je prévois un colloque autour de ces questions-là, alors pas pour tout de suite parce que c'est compliqué à organiser, mais c'est une vraie question parce qu'effectivement, quand on est du côté des études cinématographiques, et donc là je le dis en ayant enseigné pendant
20 ans en France en département de cinéma, et pas que de cinéma, et puis en enseignant aussi à l'INALCO depuis plus de 10 ans. Alors en études japonaises, mais je collabore beaucoup avec le département d'études coréennes, et ce n'est pas du tout isolé. Et il y a un vrai sujet qui est que quand on est du côté des études cinématographiques, personne ne parle les langues, que ce soit le japonais, le chinois, le coréen. Dès qu'on est sur l'Asie, les langues sont complètement ignorées et presque de manière volontaire. Les gens qui, en France, vont travailler sur ces cinémas-là de manière pertinente et sérieuse ont tous été rejetés des études cinématographiques et sont en études culturelles, en études coréennes comme Sora, en études chinoises comme Cora Donnery et des choses de cette nature-là. Et ce que vient de dire Sora sur sa publication, c'est des choses que j'ai vues d'innombrables fois. Cora Donnery avait fait un formidable ouvrage sur le cinéma taïwanais qui a été refusé aux presses universitaires de Rennes parce qu'il parlait de films qui n'étaient pas visibles en France, soi-disant. C'était l'argument de rejet. Donc on est dans quelque chose d'un peu fou où les études cinématographiques ne s'intéressent pas à la réalité de ces cinémas-là, mais à préserver une espèce d'autorité et de pouvoir, comme si c'était un territoire de chasse gardée. C'est quelque chose d'assez étonnant. Et aujourd'hui, on est quand même sur des choses qui sont maîtrisées et dominées, et je suis entièrement d'accord avec toi, Sora, par des gens qui, d'une part, ne parlent pas la langue, donc n'ont pas accès au texte, ne la comprennent pas nécessairement. Moi, à l'époque où je travaillais sur le cinéma coréen, j'étais passé par l'INALCO, où j'ai passé 2 ans, je suis allé vivre, et à ce moment-là, je ne le parlais pas, mais je le comprenais quand même. J'avais une capacité quand même à suivre, et des amis m'aidaient à finaliser, mais la langue n'était pas innocente, et j'avais une expérience du territoire. Et maintenant, je ne travaille plus sur le cinéma coréen parce que je n'ai plus cette expertise-là. Je l'ai perdue dans le temps à ne pas parler la langue et à ne pas m'entraîner. Mais ça, c'est quelque chose de vrai. Et donc, il y a quelque chose d'assez compliqué à ce niveau-là. Donc, je suis d'accord. Hein, il y a un sujet qui est lié à ça. Et donc, moi, je suis en train d'essayer de préparer un colloque international. Sora est par la bande embarqué là-dedans, mais pour l'instant, je n'ai pas avancé, qui est justement d'interroger quelle est la place du cinéma dans les études culturelles, parce qu'il n'y a pas vraiment de cours de cinéma coréen en études coréennes. Parfois, il y a un petit cours qui se promène. En études japonaises, je donne le seul cours qui existe en France de cinéma japonais. Il n'y en a pas d'autres dans tous les autres départements d'études japonaises. Et donc, il y a un vrai sujet sur quelle place on accorde à cet objet culturel qui est quand même majeur, qui dit beaucoup de choses, qui permet de sensibiliser à la langue, à l'espace, à des pratiques. C'est extraordinaire qu'il n'ait pas plus d'espace. Et dans les études cinématographiques, c'est pareil. Ces cinémas sont mis sur la touche, alors que quand on voit l'évolution du cinéma sud-coréen depuis le milieu des années 90, c'est quand même extraordinaire qu'on n'en parle pas plus. Si on prend l'Asie orientale, si on prend le cinéma dans son sens le plus large, sans aucune censure, sans jugement moral, le Japon est le premier producteur de films au monde si on intègre le cinéma pornographique. C'est pour ça que je dis sans censure morale. Mais qui fait partie du cinéma avec une exploitation et avec des enjeux qui peuvent être derrière. Et c'est des cinémas aussi qui ont une influence majeure. Il n'y aurait pas un film d'action aux États-Unis aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le cinéma de Hong Kong des années 90 et 2000. Ils sont tous chorégraphiés par ces spécialistes-là. Donc, c'est assez surprenant. C'est pas juste la Corée. C'est tout ce pan de l'Asie qui a une importance absolument vitale dans l'histoire du cinéma et dans ses développements, et qui est mis de côté dans les études cinématographiques d'une manière assez surprenante en Europe, avec beaucoup d'étudiants qui s'y intéressent et qui donnent des choses assez folles où je sais que c'était l'année dernière, j'ai eu un échange avec Sora parce qu'elle avait une étudiante brillantissime qu'elle a accompagnée, qui voulait continuer en thèse. Sora n'a pas le diplôme en France qui permet d'accompagner en doctorat, et en fait, il n'y a personne pour le faire. Il n'y a absolument personne. Donc, il y a une difficulté qui a un intérêt majeur des étudiants et qu'il n'y a personne pour accompagner. Et il y a une espèce de verrou où on ne veut pas tous les gens qui vont avoir des compétences culturelles et linguistiques. Et alors, peut-être que c'était par choix, mais la trajectoire d'Antoine peut en témoigner, la mienne aussi, où je suis en Belgique et je suis allé au Japon, je suis allé en Corée. Enfin, je n'ai aucune de mes connaissances qui ait des compétences linguistiques et culturelles en s'intéressant à l'Asie qui ait eu un poste en France. En effet, je suis d'accord. En fait, déjà, les études coréennes, c'est un champ qui reste assez petit, malgré l'émergence de la culture, de la vague coréenne.
même au champ académique français, c'est arrivé au milieu des années 2010, donc ça fait 10 ans que ça continue. Mais quand même, par exemple, parmi les doctorants actuels, donc il n'y a que à l'EHSS ou à Paris Cité ou à l'INALCO où on peut avoir en fait les doctorants donc, en études coréennes pour l'instant, parce qu'il n'y a que Alain Delissem, Valérie Géléjo, Yannick Corinne-Tong, Monsieur Kim Tae-yeol, et je crois Yoon So-young aussi. Donc, il n'y a pas beaucoup de professeurs des universités, quoi. Parmi eux, il n'y en a aucun qui a fait le cinéma, même si Valérie Géléjo, elle s'intéresse pas mal au cinéma nord-coréen, hein. Et du coup, donc, parmi les doctorants actuels, il y a une seule qui s'intéresse en effet au cinéma. Elle fait, Madame Kim Soo-jin, elle fait sa thèse sur le cinéma de femmes. Ouais. Donc, oui, enfin, tout à fait, ce que tu as dit, Frédéric, il n'y en a pas beaucoup. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, comme quoi parmi les chercheurs d'études cinématographiques en France, il n'y en a pas beaucoup qui a la base coréanologue. Ça ne veut pas dire que si vous ne connaissez pas le coréen, vous ne pouvez pas toucher le cinéma coréen, c'est pas du tout ça. Mais quand même, quand on ne connaît pas, en fait, on n'a pas une base d'études coréennes, on a une lacune, mais que le monde académique n'assume pas facilement. Ça, pour moi, c'est assez problématique quand même. Voilà. Oui, et puis ça se complète, je trouve, par une lacune aussi d'expérience de l'environnement et du terrain. C'est-à-dire que moi, je suis fasciné par les gens qui arrivent à faire des thèses sur le cinéma japonais, coréen ou que sais-je, en n'ayant jamais mis les pieds dans le pays. Donc, ils ne parlent pas la langue, ils ne sont jamais allés dans le pays, et il y a un moment donné où ça devient quand même quelque chose d'assez exotique et avec des difficultés. Enfin, l'archétype de ça, pour moi, qui est vieux maintenant, qui est passé, mais c'était la confusion entre la nouvelle vague et le renouveau du cinéma sud-coréen, qui a été fait par justement des transcriptions du coréen vers l'anglais, de l'anglais vers le français, et au bout d'un moment, on a mélangé deux histoires qui n'étaient pas du tout la même, entre une histoire économique et une histoire d'inventivité formelle et de discours politique. Donc, et c'est parce que c'est pas assumé. Mais ce qui est d'autant plus surprenant, c'est qu'il y a quand même une espèce de verrou, ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on te demande. Moi, j'avais fait un article sur la question du soft power dans le cinéma sud-coréen, je ne sais plus comment ça s'appelait, l'article, peu importe, mais je m'étais basé sur les archives du COFIC, de la COFA, et c'était auprès d'eux que j'allais prendre mes données et mes informations, donc à la source. Quand j'ai publié mon article, le coordinateur, dont je tairai gentiment le nom, a modifié mes références et a ajouté des propos dans mon texte que je ne tenais pas. Ce n'est pas possible de ma part parce que j'essaye toujours d'être neutre. La question n'est pas de savoir si on aime ou si on n'aime pas un film. Et il a commencé à mettre des propos élogieux sur un film. En plus, moi, je le déteste. Donc, les gens qui me connaissent savent que je n'ai pas pu écrire ça. Dire du bien de Parasite, ce n'est pas possible chez moi. Et surtout, il m'a fait rajouter des références qui sont des références des travaux de sa doctorante. Oh là 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 là. Mais comme toi, en fait, parce qu'il fallait que les références soient inscrites en France et non pas en Corée. Et donc, il y a un truc qui est compliqué. Pas très long à dire sur ce genre de sujet. Non? Voilà, c'est surprenant ce que vous nous dites et assez éclairant sur l'état des lieux. C'est absolument éclairant. Et je ne sais pas, Frédéric, tu as fini ton propos pour comprendre. Et j'aime bien qu'on fasse justement un vrai débat, là, une discussion qui me plaît beaucoup, Je peux dire quelque chose. Vas-y, Antoine. La recherche est en danger. La recherche, quel que soit être chercheur maintenant, c'est difficile. C'est difficile. Pour le cas coréen, c'est très difficile parce que les financements, il faut des financements pour les recherches. Et là, on est prisonnier de budget et d'orientation et le nationalisme qui gagne partout, pas seulement en Corée, hein, partout. Travaillent sur ce qu'ils appellent la culture, c'est-à-dire en fait leur propagande. Et donc ils essaient de récupérer un peu tout et ils orientent les colloques, ils orientent les chercheurs et ils modifient les sources. Et il y a des instituts officiels, bon,
parle là du COFIC. Et ils ont leur travail, c'est orienté politiquement. Donc, pour les chercheurs, c'est difficile d'être indépendant, d'être en dehors de tout ça. Et je pense que la recherche en général, hein, dans tous les domaines, est en danger. Et dans les études coréennes, malheureusement aussi, même si moi je ne m'inscris pas dans les études coréennes, je suis contre l'ethnocentrisme et tout ce qui est identitaire. Je trouve que ça ne m'intéresse pas. Je suis du côté des artistes. Pour moi, c'est l'art cinématographique. Après, le reste, c'est de la politique. Mais je pense qu'il y a un danger réel. Ça se traduit au niveau académique. Vous avez parlé de problèmes académiques, de pouvoir qui essayent. Bon, c'est pas nouveau, hein, c'est très ancien. Hein, mais c'est lié aussi par une certaine misère. C'est-à-dire, si on a des études cinématographiques, c'était un long combat. C'était un long combat. C'était très difficile d'imposer le cinéma comme centre de recherche. Quand je suis allé à l'EHESS, et à Sciences Po, c'était pas pareil. À Paris 8, c'était pas pareil. Sciences Po Paris 8, parce que j'étais accepté comme spécialiste de cinéma dans le centre d'études coréennes. Mais à l'EHESS, c'est les sciences sociales. Donc, j'ai été inscrit dans sociologie. Ça m'a fait beaucoup rire, parce que c'était pas possible d'avoir cinéma. Donc, je sais pas, j'inverse un peu votre propos. Avoir cinéma écrit en tant que recherche de cinéma, ça a été un long combat, une victoire difficile, et je pense qu'elle n'est pas éternelle, cette victoire. Donc, moi, je comprends qu'on défende le cinéma pour le cinéma. C'est parce que c'est pas évident, on est écrasé sous des pressions politiques, pressions nationalistes, pressions culturelles, linguistiques, des trucs comme ça qui eux sont bien assis, qui ont leur pouvoir. Et nous, avec notre petit cinéma, même si le cinéma a un gros effet, mais la production du film, c'est-à-dire les artistes qui sont derrière le cinéma, sont très faibles, très petits, très petits. On défend des artistes, pour moi, c'est ce qui m'intéresse d'abord. Justement, j'ai une question. J'ai une question. Vas-y, Sora, vas-y. Alors, puisque tu es maintenant en Corée, alors je me souviens que surtout dans les années 2000, hein, en Corée du Sud, pour être admis dans le département d'études cinématographiques, hein, on devait être vraiment les meilleurs des meilleurs, mais vraiment. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Bonne Être en étudiant, comme étudiant? Oui. Je pense que ça dépend des universités. Il y a Dongguk qui a des gros départements. Songyungwan, on n'a pas, c'est pas un très gros département, moyen, on va dire, mais on a une bonne réputation. Après, il y a l'école nationale, qui écrase tout le monde actuellement. Agnyeong, Académie. Agnyeong, oui, Agnyeong, et où l'examen est assez difficile, je pense. L'examen d'entrée, c'est difficile. Mais donc là on est mélangé avec le système universitaire coréen. C'est assez propre, en fait. Tu sais bien, il y a une hiérarchie des universités. Ouais, je pense, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des étudiants de plus en plus passionnés par le cinéma et moins par le diplôme. Parce qu'en Corée, le diplôme, c'est sacré et ça coûte cher et c'est difficile. Donc là, il y a des cinéastes vraiment intéressés par le cinéma qui savent qu'ils ont très peu de chances de faire carrière, très peu de chances d'avoir des résultats derrière. Et donc, le travail des professeurs, en fait, c'est de les défendre. Parce que l'université, évidemment, l'université n'aime pas que les étudiants sortent et sans avoir de travail, sans avoir d'emploi et sans avoir de carrière, ou ils sortent au grand hasard du marché. Donc, les universités en Corée cherchent à réduire les départements de cinéma. C'est très clair. Donc, une lutte quotidienne pour faire valoir les études cinématographiques qui mènent à rien, selon il faut beaucoup. Voilà, donc c'est l'art pour l'art. Hein. Je voudrais... Oui, vas-y, Frédéric, juste un petit mot. Parce que c'est quand même oui, il faut finir bientôt, mais disons dans 10 minutes, parce qu'on a un peu perdu le temps.
Mais je te passe la parole et après, j'aurai une dernière question à vous les quatre. Je te passe la parole, Frédéric. Non, non, je disais que Selmoun, ça serait bien de l'entendre parce que c'est elle la concernée par rapport à ce que disait Antoine à l'instant sur les étudiants en Corée qui s'intéressent au cinéma, sur leur devenir, etc. Ça serait bien de savoir aussi par rapport à la question de Sora, son parcours avant. Oui, et justement, une question que je voulais vous poser. Antoine a un peu touché à ce sujet et c'est important pour tous les quatre, c'est au niveau des financements justement, bourses, des aides, comment ça se passe en France, un peu le système d'aide financière pour enfin investir dans la recherche et particulièrement pour Tselmoun, savoir si elle a eu des aides pour faire son master em Correia. Serena, a pergunta que eu estou fazendo, e que da Edselmon precisa, né, ter essa informação, a respeito dos financiamentos dos estudos. Se ela obteve alguma bolsa, o sistema de ajuda para fazer pesquisa. 아, 네. 이제 학과 쪽에서 학교나 한국에서 대충 이제 모든 학교나 학과 쪽에서는 그런 지원이 있는데 저희 같은 경우는 저는 정부 추천 장학생이에요. 그래서 이제 처음에 성균관대 신청했을 때부터 처음에 이제 한국 정부에서 지원을 받고 그래서 영상학과로 들어간 케이스예요. 그래서 저희 같은 경우는 이제 학비랑 매월 이제 장학금을 받고 그리고 연구비도 정부에서 주시고 이제 2년 안에 이제 연구를 해라 하고 기간 안에 이제 연구를 끝나야 되는 그런 상황이에요. 그리고 우리 학과에서 학교 쪽에서도 이제 다른 학생들한테 지원을 많이 해주고 장학도 그 우수 학생 그 GPA도 보면서 장학금을 많이 주고 있는 것 같아요. 근데 예술 특히 이런 영상학과 예술 쪽으로 장학금을 받으려고 하면은 좀 힘들긴 해요. 왜냐면 약간 특히 정부 추천 장학 프로그램은 이제 필요한 것보다 약간 인지니어링 아니면 약간 중요한 그런 전공들을 많이 지원을 해주는데 예술대 같은 경우는 한 명만 뽑거나 그래요. 그래서 약간 한국어도 꼭 필수로 하니까 다른 외국 친구들도 한국어를 모르는 친구들도 지원받기가 되게 어려운 상황이라고 생각해요. 감사합니다. La dernière question que je vous pose, justement, on continue dans ce chemin sur les aides financières pour la recherche, que ce soit en Corée, que ce soit en France. Je voudrais savoir de votre part. Et surtout, là, ensemble, Sora a organisé une rencontre sur le cinéma coréen l'année dernière, justement autour de l'espace des femmes dans le cinéma coréen. Et ça, c'est important de savoir ces lieux d'échange d'informations et de résultats de recherche. Je voudrais brièvement vous écouter sur ce sujet-là, Sora, Antoine et Frédéric. Comme dernière question. Tu veux qui commence, hein? Tu peux commencer, Sora. Je peux commencer. D'accord. Bon, on commence par Corée, ensuite on tourne et on arrivera à la Corée. Donc, très bien. J'ai eu quelques financements depuis que je suis en France. Donc, quand j'étais en doctorat à l'HSS, et que j'ai décidé de travailler sur la Bunawan Sedae, donc la génération du centre culturel, qui est donc le réseau des cinéphiles qui ont contribué à la légitimation culturelle du cinéma sud-coréen. Je devais faire le terrain. Parce que sans faire le terrain, c'était pas possible. Je devais faire les interviews aussi. Et c'est là où je suis allée voir en fait Antoine. Là, pour ce terrain qui a duré 6 mois, j'ai eu un financement complet. J'ai eu de la chance. Parce que cette bourse n'a pas existé pendant longtemps. Je crois que cette bourse a existé pendant 5 ans, quelque chose comme ça. Donc,
le billet d'avion, le frais de logement, tous les transports, même le repas, tout ça, ça a été couvert. Hein. Je ne me souviens plus la somme exacte, mais c'était une somme très importante. Or, grâce à cette bourse, j'ai pu faire très sereinement le terrain. Ça m'a beaucoup aidé. Sinon, je n'aurais pas pu finir ma thèse parce que je n'ai pas eu de contrat doctoral. Déjà, je ne savais même pas si ça existait parce que j'ai commencé mon doctorat en France seulement parce que je me suis dit, bah, tiens, pour devenir enseignante chercheuse à une université française, il vaudrait mieux avoir un doctorat français. Donc, bah, j'ai décidé de faire un doctorat en France quand je suis venue en France pour faire le terrain, comme j'étais en doctorat à l'université Yonsei. Voilà. Donc, c'était la première aide que j'ai eue, donc au financement. Ensuite, depuis que je suis à La Rochelle en tant que MCF, là, ça fait 5 ans, ça c'est ma 5e année, mais j'ai eu 3 fois d'aide pour la mobilité internationale. Une fois pendant 1 mois et 2 fois pendant 2 semaines. Mais cette mobilité, donc pendant ma mobilité internationale, j'ai fait donc j'ai fait les recherches, mais en même temps, j'ai travaillé pour la formation aussi. Donc pendant ma mission, j'ai consacré quelque temps pour mes recherches. Là, pareil, cette mobilité, donc cette bourse, ce financement, je vais dire ce financement, couvre les frais de billets d'avion et plus logement et repas. Ou encore pour la journée d'études que j'ai organisée avec Frédéric et avec d'autres, où Josmar, tu es gentiment venu. En fait, le budget était immense. Frédéric, tu te souviens, je ne me souviens pas la somme exacte, mais en fait, une journée d'études, on compte à peu près 1000 euros, n'est-ce pas? Mais on avait combien? On avait 6000, quelque chose comme ça, non? C'était immense. Oui, parce que tout le monde avait mis la main à la pâte et on ne s'attendait pas. Exactement. Il n'y a que mon université qui n'avait pas participé. Alors, ce financement était possible parce que déjà, on a pu obtenir l'aide de Jusagi, mais plus, on était plus cher. Donc, Frédéric et moi, donc Frédéric, il est à l'université de Liège, moi, je suis à La Rochelle Université, donc le laboratoire des 2IA, et Madame Kumodok, qui est aujourd'hui à l'université de Montréal, mais qui était à l'époque, elle était à l'INALCO, donc son laboratoire a participé, et aussi IRCAV, donc l'université Sorbonne Nouvelle, c'était le laboratoire de Bernabé Sauvage et aussi Romaric. Non, c'est Romaric et moi, Barnabé, il n'est pas à l'IRCAV. Donc, en gros, on a eu le financement de plusieurs établissements. Donc, c'est ainsi qu'on a pu couvrir les trajets de tout le monde, ainsi que la nuitée de tout le monde, plus repas et plus pause café. Donc, c'était assez aisé, on va dire ça. Mais ça, c'est assez rare. Ça, c'est assez rare. C'est assez rare. Et juste, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est un moment où on a pu se connaître, c'est-à-dire ceux qui font des études sur le cinéma coréen. Donc, en tant que lieu d'échange, ça a été extraordinaire, mais j'ai bien compris que c'est assez ponctuel, c'est exceptionnel, un moment comme celui-là qu'on a eu, de pouvoir se connaître et échanger nos expériences de nos recherches. C'est ça, non?
En fait, ça nous a fait apprendre également que si on vous vient faire un événement comme tel, il vaudrait mieux avoir plusieurs organisateurs de différents établissements. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si vous entendez le bruit chez moi, là. Comme je suis sur le même terrain, je vais continuer parce que je suis sur le même continent, mais pas uniquement sur le même pays. Je dirais que ce que vous disiez à l'instant est quand même assez essentiel, les colloques, parce que Josmar, on s'était rencontrés à la journée d'études qui était faite à l'INALCO, je ne me souviens plus en quelle année. Antoine, on s'est rencontrés de la même manière lorsqu'il y avait eu Regard croisé sur la Corée. Donc, c'est dans ces événements-là qu'on arrive à se rencontrer et à discuter directement de nos travaux et de choses de cette nature-là. Donc, c'est des événements qui sont compliqués, qui sont importants à monter pour la recherche, parce que les moments d'échange, pas seulement de communication, mais ce que tu disais, Josmar, c'est-à-dire que quand on organise un pot à côté, les moments qu'on a de discussion autour sont absolument essentiels pour créer des liens et envisager des suites. Je sais que là, moi, l'année dernière, j'ai obtenu un financement pour aller à un colloque à Hong Kong, et je suis revenu avec des contacts de collègues aux États-Unis, dont une collègue maître de conférence qui fait le même type de travaux que moi. Et on va faire des choses ensemble, c'est sûr. Mais si on ne s'était pas rencontrés physiquement, ça n'aurait jamais pris comme ça a pris là. Donc, c'est des moments importants. Je crois que les questions des financements, pour moi, ça touche de manière, je vais le dire de manière un peu théorique, mais il y a plusieurs facettes à ça. C'est-à-dire, il y a quand on veut vraiment aller faire de la recherche avec du terrain, des choses comme ça, et l'une des grosses difficultés aujourd'hui, c'est ce que disait Antoine tout à l'heure, c'est qu'on est obligé de déposer des projets, de faire des demandes, et du coup, on est astreint aux politiques qui ne financent que si on suit certaines orientations qui sont dans les appels. Gender studies ont été très à la mode, peut-être que là, avec Trump, ça va l'être un peu moins, par exemple, et que ça va être un peu plus difficile d'interroger ces questions-là et d'obtenir des financements. Quand on veut faire des terrains de longue durée, moi, l'expérience que j'en ai, c'est qu'en général, ce sont les pays sur lesquels on veut faire le terrain qui peuvent obtenir des financements. Quand je suis allé en Corée, c'était un truc un peu à cheval entre la France et la Corée. Quand je suis allé en Indonésie, c'était un projet indonésien. Et quand je suis allé au Japon, c'était le gouvernement japonais qui m'a financé. L'Europe finance quand même assez peu. Moi, je vois en Belgique, en fait, j'ai 500 € par an que j'utilise comme je veux. Et puis, mon laboratoire peut participer sur certains projets, mais en fait, les modes de financement sont préétablis. C'est-à-dire que si j'organise un colloque sur Liège, j'ai tel montant. Si je participe à un colloque à l'extérieur, j'ai tel montant. Et c'est très cadré. Et c'est une fois par an, pas plus. Donc, en fait, on ne peut participer qu'à des micro-événements très, très ponctuels. C'est très difficile d'organiser quelque chose. Par contre, apparemment, moi, je ne le maîtrise pas encore parce que je ne suis pas là-bas depuis assez longtemps. En fait, en Belgique, visiblement, on peut avoir facilement des budgets, mais tout est éclaté. C'est-à-dire que c'est des très gros dossiers à monter parce qu'il faut demander à notre laboratoire de recherche, à notre faculté, à notre université, au FNRS, qui est l'équivalent du CNRS en Belgique, au WBI. Chacun donne un tout petit peu d'argent et à la fin, on peut avoir un peu de montant. Ce qui, je crois, n'est pas tout à fait le cas en France, où en France, effectivement, il vaut mieux avoir des partenaires pour que chaque université, puisque les financements sont généralement déversés sur les unités de recherche, et c'est elles qui répartissent en fonction de la manière dont elles vont financer. Donc, il y a ce côté-là. Après, il y a des techniques aussi un peu à cheval, j'ai envie de dire, qui permettent de financer ces choses-là avec un peu plus de souplesse, qui sont lorsqu'en fait, on s'inscrit dans des programmes de collaboration interuniversitaire, mais qu'on en profite pour aller faire du terrain et de la recherche. Par exemple, de contacter, je ne sais pas, Sora peut demander à Antoine de l'inviter en Corée pour venir faire 5-6 conférences dans son université. En fait, il y a des programmes internationaux qui vont financer la mobilité pour le cours et parce que le cours peut peut-être déboucher sur un partenariat derrière. Et ça, c'est des moyens biaisés, mais on en est à monter des stratégies un peu compliqué des fois c'est un peu des usines à gaz aujourd'hui le financement de la recherche, en tout cas en Europe. Alors, comme je m'occupe pas mal des relations internationales, en effet, on peut faire assez simplement des échanges des enseignants. Mais pas besoin que ça dure un semestre, même en mois, c'est possible. Ça peut être utilisé pour les recherches aussi, en effet. La convention la précise, en effet. Ouais. Ouais, moi, je dois le faire là. Je suis invité, je dois aller donner 9 heures de cours. Je vais faire 3 fois 3 heures.
Et du coup, derrière, je vais avoir un petit peu de temps pour faire des recherches. Par contre, la chose vicieuse dans ces dispositifs-là, je trouve, c'est que ce ne sont jamais des salaires. C'est de la bourse, c'est de l'indemnité, et du coup, c'est des temps où ça n'est pas comptabilisé dans nos revenus, et ça ne compte pas. Donc, ça passe quand on a un salaire fixe, mais quand on est jeune chercheur et qu'on finance sa recherche en même temps qu'on se finance soi-même à travers ces modes-là, en fait, c'est des années sans cotisation, auxquelles on ne pense pas toujours quand on est jeune. Et puis, à bout d'un moment, on se rend compte qu'on a passé 10 ans de sa vie et qu'officiellement, on n'a pas eu de salaire et qu'on n'a rien fait d'une manière légale. Très bien, parce que là, Justement, il faut qu'on finisse, je peux dire mais la Corée, je peux dire les financements. justement, je voudrais qu'Antoine finisse, donne son avis Très court. sur ce sujet-là. Très court. En Corée, l'université coréenne, moi je fais partie d'un laboratoire transmédia, et il y a le problème des sujets orientés où on peut avoir énormément d'argent, beaucoup d'argent. Je sais pas, par exemple, l'intelligence artificielle, récemment, donc on organise des colloques, des invités, etc. Et l'argent coule à flot, il vient du gouvernement, en fait. Hein. Donc, c'est intéressant, c'est pas inutile. Ouais. Et sinon, moi j'ai toujours un principe, c'est de ne pas faire des recherches, d'être indépendant comme chercheur. Donc, je ne m'inscris pas dans des projets. Et il y a un endroit où on peut se rencontrer, c'est les festivals. C'est mon expérience, c'est ça, c'est les festivals. J'ai été programmeur à Cheongju, au festival de Cheongju en Corée. J'ai travaillé comme conseiller à la Semaine de la critique à Cannes, à San Sebastián en Espagne. Et j'ai fait aussi pas mal de festivals coréens en France, Strasbourg, Lyon, etc. Et j'ai trouvé que c'était des lieux où on peut organiser des colloques, on peut organiser des rencontres. C'est des lieux intéressants. En plus, c'est un peu en dehors de l'académisme pur et dur, hein. Mais en même temps, on est au contact des films, on est au contact des cinéastes, on est un peu plus dans la réalité. Je pense que les colloques purement académiques qui ont leur propre système, leurs propres enjeux, qui sont parfois loin du contenu du colloque. Voilà ce que je pouvais dire. Ouais, c'est un truc qui est quand même un peu difficile souvent, parce que souvent les festivals ont lieu dans des temporalités justement qui ne sont absolument pas liées au calendrier académique. Moi, c'est un peu ça mon problème. Et je suis dans un département où concrètement, on est 4 pour faire la totalité des cours de cinéma. Donc moi, j'en donne pas énormément, mais j'en ai quand même. On a des charges administratives qui sont absolument titanesques. Et moi, je ne peux pas me permettre d'aller dans un festival en manquant 2 jours de cours parce que je n'ai pas la possibilité de les récupérer. On est dans des systèmes qui sont devenus tellement fous par ici. En Belgique, on a des semestres qui font 15 semaines. Officiellement, un cours, c'est 30 heures de cours. 30 heures Oui, on doit 30 heures pour un cours. Si on n'a pas fait nos 30 heures, on n'a pas fait notre cours officiellement. À l'heure actuelle, on est dans des réductions de calendrier qui sont tellement dingues que nos semestres font 12 semaines. Donc, je dois faire 15 séances de cours sur 12 semaines, ce qui devient complètement fou. Donc, dès que tu manques un cours, tu te retrouves à faire… Enfin, moi, je fais des séances des fois qui font 5 heures, 6 heures. Les étudiants, ils n'en peuvent plus. Hein, parce que sinon, je n'ai pas mon nombre d'heures. Et donc, le problème des festivals, c'est qu'ils sont toujours dans des calendriers qui correspondent à des choses qui n'ont rien à voir avec le rythme universitaire. Et donc, en fait, pour moi, ils sont devenus inaccessibles depuis que je suis enseignant. Ils l'étaient quand j'étais étudiant. Manquer 3 cours quand tu es étudiant, c'est pas grave. Aujourd'hui, manquer 3 cours, enfin, je meurs derrière. Il n'y a pas de il y a pas d'auto. Je suis coordinateur Erasmus pour une faculté où il y a 1500 étudiants. Je suis directeur d'un master international où il y a 17 partenaires. J'ai mes cours à donner. Je suis co-directeur de l'unité de recherche à laquelle j'appartiens. Donc, c'est les financements à examiner, c'est les dossiers. Et derrière, il faut que je trouve du temps pour la recherche. J'accompagne. Pour le cas coréen, moi je parle du cas coréen où on peut. Je pense Ouais, qu'en France, mais… j'enseignais en France, on pouvait aussi dire on va à Cannes avec les étudiants, on va à Venise. Oui, mais quand on est dans le département des études cinématographiques, hein. Mais par exemple, moi, c'est difficile, quoi. Oui, quand c'est lié, mais là, par exemple, moi, j'ai participé au Festival de cinéma d'Asie de Vesoul parce qu'on m'a invité, Kim Hong-jun, monsieur Kim Hong-jun, bref, hein. Et là, je devais tout reporter tous mes cours pour rattraper. C'était… Mais bon, c'est comme ça.
Mais c'est vrai que ça dépend des départements. Voilà. Il faut venir à Tucson, il y a les grands, avec tous les étudiants. Ah bah je veux bien Voilà, voir tous directement, mes étudiants à Busan, ça serait directement dans les super. étudiants. Voilà, Ah oui, voilà. c'est de l'argent, personne ne Voilà. le financera, quoi. Chers amis, il va falloir qu'on s'arrête. Je me rappelle bien, Sora, quand on était à votre rencontre, là, à votre journée, il y avait des horaires là qu'il fallait Bien sûr. respecter. On dépasse toujours un petit peu le temps prévu, mais ça a été pour un grand plaisir, hein, vraiment un grand plaisir. On a pu faire un vrai débat, un dialogue entre nous, un petit, non, court, parce qu'on a tellement de questions, de demandes, d'opinions à propos de tout ça. Et en 2 heures, c'est absolument difficile d'aborder une quantité immense de sujets. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour un échange sur nos expériences académiques et surtout sur nos recherches, que je trouve extraordinaire toujours. De toute façon, ce moment est absolument extraordinaire. Ça a été enregistré, donc brièvement, non, dans, je ne sais pas, à peu près un mois, je vais vous envoyer le lien, hein, pour que vous puissiez suivre. Je crois que c'est un bon document pour qu'on ait une idée générale. Il va falloir que je reçoive une photo de vous pour mettre une photo par email pour mettre sur la diffusion de l'enregistrement, sur la diffusion. Et un tout dernier mot, en 2-3 phrases sur ce que vous avez trouvé de cette proposition, de cette conversation. Hein. 오늘 되게 이제 제가 첫 번째로 이렇게 온라인으로 심포지엄 들어가 본데 되게 영광됐습니다. 그리고 저는 영화에 대한 연구한 지 이제 2년 정도 됐는데 많은 이제 영화에 대한 지식이 많진 않아서 이런 자리에 있는 것도 되게 감사합니다. 그리고 네. 앞으로 열심히 제가 하고 있는 논문을 열심히 하겠습니다. Bon, merci beaucoup pour cette belle occasion. En effet, je suis un peu fatiguée parce que je viens de rentrer de la Corée. Alors, je vois qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui s'intéressent au cinéma sud-coréen, non seulement juste pour voir, mais aussi en tant qu'objet de recherche. Je souhaite pouvoir contribuer à, comment dire, élever mes futurs collègues, même si il y a quelques, comment dire, obstacles à surmonter. Et aussi, en fait, notre université, La Rochelle Université, on a le département de LOA espagnol, portugais. C'est une université qui envisage d'établir beaucoup de partenariats avec des universités portugaises. Et j'ai appris qu'il n'y a pas beaucoup de départements concernant le coréen au Portugal. Au Brésil. Oui, mais c'est un sujet à venir, une discussion qu'on peut avoir, non? Donc, j'espère qu'au Brésil, voilà. Oui. Donc, j'espère qu'au Brésil, il y aura des départements coréens où on fait des recherches sur le cinéma sud-coréen et avec qui je pourrais faire plein d'échanges. Sincèrement, je l'attends. Je suis du même avis. Voilà. Merci, Sora. Merci. Je passe la parole à Frédéric, Antoine. Moi, je vais simplement dire merci pour ce temps, surtout que ça a permis d'échanger avec des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps. Antoine, ça doit faire 10 ans qu'on ne s'est pas vu, je pense. Donc, ça me fait plaisir de te voir. Et c'est à peu près tout. Je pense effectivement que c'est toujours bien de faire le point sur ces différents aspects et de donner une lecture en espérant qu'elle puisse servir à ce que les choses se développent.
C'est-à-dire Oui, que Josmar. Je tiens à remercier Josmar qui s'est décarcassé pour organiser tout ça. C'est Monsieur Cinéma Coréen au Brésil. Mais ça m'a fait un grand plaisir, absolument. Et je suis très ravi de votre participation, de votre engagement pour cette petite discussion, hein, qui a été, en parlant au nom du Korean Film Festival, je suis sûr que tout le monde sera très content de votre contribution pour la compréhension du cinéma, de l'espace pour les études et le cinéma et la recherche sur le cinéma coréen, soit en Corée, soit en Europe, surtout Belgique et France. Alors, je vous remercie infiniment, Camisa Hamilda, hein, et à bientôt, j'espère. À très bientôt, j'espère. Muito obrigado e até breve, né, se possível. Muito Au revoir. obrigado. Tchau, tchau. Au revoir. Merci.